Commençons tout de suite par faire un petit focus sur la région Occitanie, bien entendu. Donc, la région Occitanie, aujourd'hui, sur le cinéma et l'audiovisuel, c'est 13 départements, c'est plus de 72 000 km², il y a 220 km de littoral et environ 350 km de chaîne pyrénéenne. C'est environ 1000 techniciennes, techniciens et 1000 artistes-interprètes qui sont référencés dans nos bases et qui travaillent régulièrement sur les films que nous accueillons. Et en 2019, par exemple, nous avons accueilli 25 films de fiction longue, long métrage ou séries télé ou unitaires télé. Évidemment, il y a aussi beaucoup de publicités, beaucoup de courts-métrages, de films institutionnels, mais 25 projets déjà en fiction ont été accueillis en 2019. C'est une région qui connaît un véritable boom au niveau des tournages, parce que sur la période entre 2016 et 2019, comme vous pouvez le voir, il y a eu une augmentation de 364% du nombre de journées de tournage, en grande partie grâce à l'audiovisuel et aux séries télévisées qui ont choisi l'Occitanie comme étant leur base, leur lieu de tournage depuis quelques années. Aujourd'hui, on est devenu la deuxième région de France en nombre de journées de tournage, donc une filière en pleine explosion et beaucoup de professionnels qui sont présents maintenant sur le territoire et de films accueillis. Donc, on va vous parler maintenant des décors. Rentrons directement dans le vif du sujet avec la première thématique qui s'appelle No Man's Land, qui parle des lieux dépeuplés, immenses, que nous pouvons trouver. On a fait une petite sélection. On va tout de suite commencer par... Je t'en prie, Asa. Alors, on va commencer tout de suite par un décor situé sur Toulouse que va nous présenter Emmanuel Rossignol du bureau d'accueil des tournages de Toulouse. Emmanuel, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc voilà, le bureau des tournages tenait à vous présenter un lieu qui est peu connu des Toulousains, qui est l'hôpital Gérard Marchand, qui est situé hors la ville à l'époque. Il date du milieu du 19e siècle. C'est un lieu qui est immense, qui s'étend sur plus de 40 hectares. Et il était hors la ville à l'époque pour des questions sécuritaires et pour offrir aux malades un lieu de vie agréable. Il est composé d'une grande cour d'honneur qui ensuite distribue deux grandes allées. Vous pouvez voir ici ces pavillons, qui à l'époque, un pavillon était dédié à un soin. Et aujourd'hui, c'est vrai que ces pavillons sont très inspirants. Ils ont des allures de gare, d'école, d'internat. Puis on a ces grandes allées désertes qui, à l'époque, étaient occupées par des jardins. C'est un lieu qui allie à la fois modernité, parce qu'il possède des bâtiments aussi comme l'auditorium, qui est fait de béton, avec comme ici, bâtiments qui sont plus locaux avec l'utilisation de la brique. Il y avait une chapelle au fond de la cour d'honneur. Aujourd'hui, elle a subi de nombreux dommages lors de l'explosion de l'usine AZF, il y a aujourd'hui 20 ans, puisqu'il faut savoir que l'hôpital Marchand se situe juste en face de l'Oncopole aujourd'hui. Donc, on a une église un peu désaffectée, désacralisée, qui a quelque chose d'un peu urbex aujourd'hui. Vous avez aussi sur cette photo la cour d'honneur vue depuis les allées. Donc, comme je vous disais, toujours ce côté très inspirant de cours d'école et ou de hall de gare. L'architecte, vous le connaissez peut-être, c'est Jacques-Jean Esquier. C'est à lui que l'on doit aussi la prison Saint-Michel. Et c'est vrai que lorsqu'on visite le centre hospitalier Gérard Marchand, ça fait vraiment écho à la prison Saint-Michel avec cette harmonie qu'il y a entre l'architecture et le but premier, ici un hôpital, l'autre une prison. Donc, ça fait vraiment écho. Il faut savoir que dans l'hôpital, il y avait aussi des ateliers qui datent des années 20 où les malades travaillaient, notamment un atelier de ferronnerie. C'est pour ça que vous avez des très beaux escaliers. Il y en a deux avec cette rampe en fonte. Voilà, ça a été réalisé par les malades. C'est un lieu aussi qui possède un très grand parking sécurisé à l'entrée, capable d'accueillir tous les véhicules techniques. Un hôtel aussi pour loger les équipes de tournage sur le site de l'Oncopole, c'est un Mercure qui est juste en face. Et tout ce qui est besoin eau, électricité vous sera offert par le centre administratif, le cœur administratif qui est logé dans la cour d'honneur actuellement. Voilà, donc un lieu peu connu, méconnu, immense, je répète, 40 hectares de superficie, des jardins, et qui allie modernité
avec l'auditorium qui peut très bien faire faculté, par exemple. Une unité de soins aussi qui a été désaffectée, qui peut servir pour des besoins de tournage avec ses chambres d'hôpitaux encore intactes. Et surtout ces grands pavillons, ces grandes unités de soins en enfilade avec ces grandes arcades. Voilà. Super. Merci, Manuela. Merci à vous. Merci. Alors, on va continuer, on va rester sur Toulouse pour vous présenter 2 décors qui témoignent du rôle historique de la métropole dans l'épopée aéronautique française. Le premier décor qu'on souhaitait vous présenter, c'était la base de Francazal, aussi appelée la BA 101, donc base aérienne 101. C'est un lieu historique de l'aviation française, d'abord dédié à l'aviation civile. À partir de 1934, elle devient un aéroport dédié à un aéroport militaire au moment de la création de l'armée de l'air, en fait. Et après la Seconde Guerre mondiale, ce lieu devient un centre de formation et une caserne militaire. C'est alors un village, en fait un vrai petit village à 9 km de la métropole, qui a pu accueillir aux temps les plus forts environ 2500 militaires accompagnés de leurs familles. En 2009, le centre de formation et la caserne sont officiellement fermés et le site est abandonné. Persiste juste l'aéroport transformé en aéroport d'affaires. Je souhaitais donc vous présenter ce site qui est exceptionnel parce que c'est vrai qu'il est complètement désert et il côtoie, c'est vraiment 2 mondes qui se côtoient, donc cet univers de la caserne qui est complètement désaffecté avec l'aéroport d'affaires qui est moderne, qui accueille des Falcon ou autres jets privés. Il faut imaginer l'équivalent d'un petit village avec tout ce qu'on y imagine. Il y a la poste, un gymnase, il y a un petit hôpital, une chapelle. Il y a environ une 50aine de salles de formation, des logements, des salles des fêtes pour les officiers. Voilà, donc on peut laisser divaguer son imagination pour toutes sortes de tournages. On peut penser à un décor soviétique. On peut imaginer, il y a une petite ambiance Tchernobyl, des courses-poursuites dans les bureaux en enfilade. Voilà, c'est très vaste. Et surtout, on est seul au monde. Voilà. Et l'aéroport qui colle cette base a très peu de trafic, donc on n'est pas gêné par les nuisances sonores. Ce petit aéroport offre d'ailleurs une tour de contrôle et un accès aux pistes et une petite salle d'embarquement. En restant... Alors non, je voulais vous préciser quand même que ce site appartient en partie à Toulouse Métropole, le côté caserne, et toute la partie centre de formation et aéroport appartient à EDEIS, qui est la société d'exploitation. Si on continue en faisant un petit bond dans le temps, on peut aller se promener à l'aérogare A de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui vaut le détour. Rien n'a bougé depuis les années 75. Oh, j'ai été trop loin. C'était à l'origine l'aéroport civil qui, faute de place, a déménagé 1 kilomètre plus loin à l'aéroport qu'on connaît aujourd'hui. Ce bâtiment appartient toujours à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Il est possible, donc on y trouve un hall avec les anciennes enseignes des compagnies aériennes. On y trouve aussi une terrasse sur laquelle il était possible à l'époque d'aller fumer une petite cigarette en regardant les avions décoller. Voilà, donc nous verrons par la suite comment imaginer un tournage global avec nos hôtes. On va maintenant on va rester dans cet univers dépeuplé, non sans charme, avec Sandrine qui va nous présenter la Val de Serre. Oui, bonjour, rebonjour. Donc oui, j'ai choisi de vous présenter la Val de Serre parce que c'est un décor très paradoxal. Donc le Lot et le Tarn-et-Garonne, c'est le Quercy. Donc ce sont des causses, ce sont des paysages très plein d'une végétation un peu maigrichonne, hein, très minérale, avec beaucoup de pierres, beaucoup d'eau. Et du coup, le patrimoine bâti, c'est quelque chose d'assez historique, hein, depuis beaucoup de pierres, encore une fois.
Et donc, c'est historique depuis longtemps, puisque les lieux étaient habités depuis la préhistoire, qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées sur le territoire. Et du coup, la Val de Serre, c'est quelque chose d'assez paradoxal, c'est-à-dire qu'on arrive dans des collines, donc c'est le nord du Lot. C'est des collines qui sont assez hautes, très boisées, c'est vraiment un paysage très montagneux, et tout à coup, au détour d'un chemin, on aperçoit la Val de Serre, donc là, sur la petite image là, qui est à droite, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des usines, voilà. Donc il faut savoir que c'est un lieu qui a toujours plus ou moins été exploité donc depuis le 19e siècle, d'un point de vue industriel. Et en fait, il y a eu une grosse industrie métallurgique qui s'est installée dans les années 20. Et du coup, il y a eu les infrastructures qui ont été installées, donc avant, après, enfin voilà. Et il y a une rivière qui s'appelle la Serre qui passe au milieu et qui, du coup, qui est plutôt un torrent, donc qui favorise tout ce qui est création d'industrie et d'industrie électrique. Voilà. Et donc, il y a ces usines ont été fermées. Enfin, cette usine métallurgique a été fermée en 1983. Donc dans les années 1920, la population a triplé, et donc depuis 1983, la population baisse au fur et à mesure dans ce village où tout est du coup devenu trop grand. Donc ce n'est pas à proprement parler, à part effectivement le lieu industriel qui est totalement désert, ce n'est pas à proprement parler un no man's land, mais c'est un lieu qui se dépeuple. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est vraiment magnifique. Donc, il y a une architecture très particulière qui fait penser, par exemple, un peu au nord, un peu à certaines cités ouvrières. Voilà. Et donc, c'est un lieu qui est facile d'accès, qui est assez méconnu. Et voilà, donc j'avais envie de le mettre un petit peu en valeur. Et c'est effectivement quelque chose qui n'est pas commun sur le Quercy. Voilà. On peut passer à quelque chose d'autre. Ok, merci. Anissé, est-ce que tu veux bien nous parler du carreau de la mine aussi dans les cités ouvrières, s'il te plaît? Oui, alors on a choisi de parler du carreau de la mine. Donc c'est une zone industrielle donc, qui est aujourd'hui en friche. C'est des mines en fait tout autour qui ont été exploitées depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1990. Donc la ville de Arles-sur-Tech, qui est en Haut-Val-Espire sur notre territoire, elle a gardé toutes les installations de l'époque qui étaient nécessaires alors au retraitement du minerai de fer, qui était descendu par le biais de sortes de téléphériques de 8 km qui reliaient le site d'extraction au carreau de Arles. Donc on retrouve dans tout ce secteur cette grosse activité minière, donc, comme la mine de Bater qui est un peu plus haut dans les montagnes et qui est encore visible aujourd'hui. Donc c'est un site abandonné, mais qui laisse imaginer de nombreux scénarios, je pense, voilà, sur un site industriel comme celui-ci. Voilà. Et un autre site qui n'est pas abandonné, qui a été sans doute beaucoup plus peuplé il y a quelques années, mais qui fonctionne encore et qui est absolument sublime, c'est le site Pernod. Est-ce que tu peux nous en parler, nous situer où c'est et comment ça fonctionne aujourd'hui, s'il te plaît? Oui, alors le site Pernod, alors en fait, il s'agit en réalité d'un ensemble donc, de 3 lieux regroupés sur un même site qui comprenait donc, à l'époque la production de l'alcool apéritif bière, des caves et d'un domaine avec une maison de maître, la Villa Paloda, construite au 19e siècle. Donc ce grand ensemble qui se situe dans la ville de Thuir, donc dans les Pyrénées-Orientales, était la propriété de la famille Violet. Donc le site Pernod qui appartient à la société Pernod Ricard est toujours en activité. Donc on y retrouve un aspect moderne avec le laboratoire par exemple, mais ils ont conservé des salles avec des objets d'époque, notamment la bibliothèque avec les livres de contes. Ils ont aussi reconstitué un bar d'époque. Et ce qui est aussi assez incroyable sur ce site, c'est qu'il y a encore le hall de gare et les rails en fait, d'une gare construite par les ateliers Eiffel au sein de l'entreprise, parce que le train arrivait directement dans l'entreprise pour ensuite envoyer le bière aux 4 coins du monde. Donc voilà, on peut voir là sur les images.
le côté en fait, d'époque vraiment qu'ils ont réussi à conserver et à magnifier sur ce site. Ensuite, collés donc, sur le même ensemble, il y a les caves bières qui doivent être juste après. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc, les caves donc, de cette boisson donc, apéritive qui a été inventée donc, en 1866, donc, on peut aujourd'hui déambuler dans tout cet espace au milieu des gigantesques foudres de chêne et surtout voir la plus grande cuve en chêne du monde qui fait 10 mètres de haut et 12 mètres de diamètre et qui peut contenir plus d'1 million de litres de boissons. Donc voilà, cet espace. Et ensuite, pour la troisième, le troisième espace, qui est la Villa Paluda, je vous laisse aller voir sur notre site Mire Tournage pour voir les photos de cet ensemble qui est en plein cœur de la ville de Tuire, voilà, sur notre territoire. Merci Anis. Je vous rappelle que concernant tous les décors qui sont cités, toutes les photos qui sont présentées, ce n'est qu'un aperçu évidemment de tout ce qu'on peut vous envoyer, vous présenter. Et il y en a évidemment beaucoup d'autres. Donc tous ces décors-là sont visibles sur notre base décors, Film France Location, bien entendu. On va passer maintenant, on va voyager un petit peu, on va aller du côté de Montpellier, où Sophie va nous parler des folies montpelliéraines dans une nouvelle thématique unique et atypique. Sophie, c'est à toi. Est-ce que tu peux nous raconter ces folies ? Tout à fait. Donc ces folies, ce sont des demeures plutôt de campagne, les demeures des champs, puisque juste après, je vais plutôt présenter des demeures des villes. Elles sont dans un style 17e, 18e pour leur grande majorité. En fait, ce sont en fait des demeures qui se trouvent dans un rayon de 15 km autour de Montpellier, des grandes demeures de plaisance, de divertissement appartenant à de grandes familles nobles de Montpellier, avec pour la plupart de très grands jardins à la française. C'est des fameuses résidences d'été. Elles sont installées au cœur de vignobles ou alors elles émanent en fait d'anciennes métairies et ce sont donc les pendants des hôtels particuliers que je vais présenter juste après. Donc là, vous en avez quelques-uns. Je ne les ai pas comptés, mais je dirais qu'il y en a au moins une bonne trentaine. On appelle ça des folies. J'ai découvert ça en préparant l'intervention parce que c'est une altération du mot feuillé, puisque les gens y venaient pour s'adonner à des plaisirs dominicaux à l'abri des feuillages. Donc, elles sont toutes de styles un peu différents, mais le plus généralement, il y a un pavillon central avec des façades assez rectilignes, des avant-corps avec des frontons, certaines ont des toitures mansardées. Là, on en voit une, le Châteaubon, avec une toiture mansardée au cœur là, des photos. À l'intérieur, il y a des décorations relativement raffinées. Elles sont toutes dans des états de conservation assez divers. Il y a des salons de bal, il y a des galeries pour les musiciens, des chambres, des boudoirs. Et puis en extérieur, elles présentent toutes des terrasses, des buffets d'eau aussi, là aussi, dans des états de conservation assez divers, mais il y en a des très beaux sur la photo de droite, la domaine Bonnet de la Mosson à Montpellier. Elles ont toutes des grands parcs avec soit des allées de platanes, de magnolias, il y a des bassins aussi et des tailles assez diverses. Certaines d'entre elles sont adossées à d'anciens prieurés. Je pense à celui du domaine de Gramont, là, à Montpellier, qui a servi pour quelques tournages récemment, pour des mariages, pour des scènes de grandes familles plus bourgeoises, ce genre de choses. Et puis, voilà, pour beaucoup sont privés. Ce sont soit encore des domaines viticoles, soit des hôtels-restaurants, soit des lieux qui servent pour des fêtes et des mariages. Et puis, certains autres appartiennent à des administrations, à la ville, au département de l'Hérault ou à la métropole. Et elles sont toutes placées à proximité directe de Montpellier, du coup, vu qu'elles sont sur le territoire de la métropole, donc très facile d'accès. Ouais. Autre particularité, les hôtels particuliers de Montpellier. Alors du coup, effectivement, après ces demeures des champs, les demeures des villes, c'est les pendants en fait de ces folies dont qu'on vient de voir. Ils datent de la même époque, 17e, 18e. Ils ont été
bâti après les guerres de religion, au moment où Montpellier s'est un petit peu a affirmé en fait sa place de capitale du Languedoc. Dans le même temps, il y a eu beaucoup d'équipements religieux, beaucoup d'églises, de cathédrales qui se sont bâties, et il y a une noblesse ici à Montpellier, on appelle ça la noblesse de robe, c'est-à-dire qui émane des métiers du juridique, de la finance et de la médecine, qui, pour justement avoir un peu une distinction sociale forte, a bâti donc ces hôtels un petit peu à la mode parisienne. Donc l'idée, c'était d'avoir un petit peu plus de luxe, un peu plus de raffinement, et sur Montpellier, on en compte près de 80. Là, vous en avez donc quelques exemples sous les yeux. Donc, pareil, une profusion de décors, des fenêtres, des balcons en façade, beaucoup avec des portes cochères, des portails massifs, des grosses portes là assez magnifiques. Les sols, le plus souvent, sont recouverts de calades, c'est-à-dire de pierres qui leur donnent pour certains une ambiance un peu provençale. Il y a des escaliers multiples, assez monumentaux, avec soit marbrés, soit en fer forgé. Et puis, tous ont des cours intérieures de tailles diverses, assez éclairées. Certaines d'entre elles ont également des puits, des fontaines, et certaines d'entre elles aussi disposent de salles voûtées. Voilà, comme pour les folies, il y en a qui abritent aujourd'hui des administrations, des associations, des habitats privés, des maisons d'hôtes, hein, et la plupart sont classés monuments historiques. Ok. Merci Sophie. Maintenant, toujours sur les sites uniques et atypiques, on a voulu vous présenter une thématique un peu plus globale qui concerne donc plusieurs départements, qui concernait un peu plus le littoral. Il s'agit des cabanes de pêcheurs. Cabanes de pêcheurs, on en trouve dans le Gard, on en trouve dans l'Hérault, dans les Pyrénées-Orientales, dans l'Aude. Tous les départements littoraux sont concernés. Elles ont des styles différents, elles viennent d'époques différentes et elles sont un petit peu partout présentes sur le territoire. Elles sont encore très utilisées aujourd'hui. Ce sont des décors qui sont en général très isolés, qui amènent un univers absolument génial, qui sont souvent en bordure de lagunes, pas forcément en bordure de la mer directement, mais souvent un peu plus dans les terres, dans les lagunes. Vous savez, il y a beaucoup de lagunes en Occitanie. Et du coup, on a voulu vous en présenter quelques-unes. Donc, ce sont des maisons qui, pour certaines, enfin des cabanes vraiment servent des fois ont la forme de maison, et des fois c'est des choses beaucoup, beaucoup plus légères. Donc on avait juste avant les Aresquiers du côté de Frontignan, on n'est pas très loin de Sète, et pourtant on est très isolé, très calme, et les accès sont souvent des accès qui ne sont pas évidents quand on ne connaît pas la région, mais qui offrent une variété de décors absolument géniale dans des univers naturels souvent protégés, et qui sont des lieux extrêmement inspirants pour les scénarios et pour les tournages. Après, on a les cabanes de l'étang Canet. Ces cabanes sont très particulières, en fait. Ce sont des cabanes qui ont été réhabilitées au début des années 90, telles qu'elles étaient à la base. En fait, il y avait eu ça dans le passé. Ensuite, elles avaient été petit à petit remplacées par des cabanes de tôle ondulée, de briquet de broc. Souvent, on parle de récup sur ce genre de bâtiment. Ça date des années 90. C'est fait entièrement en roseau. C'est étanche, c'est magnifique. Il y en a une qui est un peu ouverte au public pour la décoration, mais elle sert vraiment tous les jours de cabane de pêcheurs. On est à Canet-en-Roussillon, et elles servent aujourd'hui, voilà, principalement pour les gens qui sont là-bas, de lieu de dépôt et pour leur matériel de pêche. Ensuite, on a les cabanes de Lunel, qui sont aussi dans un environnement on est très près de la ville, on est vraiment en bordure de Camargue, aussi lieu de villégiature et aussi lieu de travail pour les pêcheurs amateurs comme professionnels. Ensuite, les cabanes d'Hérold, où là, c'est vraiment beaucoup. On est à côté de Gruissant, on est très très proche de Gruissant, très proche des Salins de Gruissant. Pareil, on est au bout d'un chemin très très isolé. Là, c'est l'exemple typique des cabanes faites de briquet de broc, de récupération, et pourtant il y a un petit marché à la criée sur place qui est absolument charmant. Ce sont des endroits géniaux, plein de poésie. Et ensuite, on a les cabanes de Moguio, où là, on a pris cet exemple d'une petite cabane transformée un peu en lieu de villégiature, un petit peu camarguaise. Et là, à Moguio, on a des gens c'est des maisons un peu plus élaborées, mais il y a également cette ambiance de pêcheur avec ces longs canaux. Et là, on est très très proche de Montpellier, par exemple, et pourtant dans un environnement isolé, protégé et magnifique.
Voilà l'exemple typique de cabanes de pêcheurs qui ont été transformées en lieu de villégiature. C'est le Racou, bien entendu. Donc aujourd'hui, c'est presque une petite station balnéaire. C'est absolument sublime. On est tout près on est à Argelès. C'est un quartier un petit peu à part. Le Racou, c'est plusieurs dizaines de petites maisons comme ça qui ont été réhabilitées au fil du temps, qui sont vraiment minuscules. C'est presque un petit lotissement au bord de l'eau. Peut-être qu'Anissé, tu pourrais nous en parler. Tu connais un petit peu. Tu es pas loin, Oui, je oui, crois. oui. Les cabanes, le Racou, donc oui, c'est des anciennes cabanes en bois et les premières en dur, elles ont vu le jour dans les années 30. Ça s'est surtout développé après la Seconde Guerre mondiale. Donc le Racou, c'est une impasse au bout de la ville d'Argelès, mais vraiment à l'opposé de celle-ci qui est connue pour ses nombreux campings. Le Racou, ça veut dire le recoin en catalan. Et c'est une atmosphère très particulière dans ce lieu, avec des petites maisonnettes ensablées et des allées remplies de cactus et de petits arbres. Il y a les Pyrénées qui se jettent dans la mer à cet endroit-là, et c'est ici donc, que la côte rocheuse démarre. Donc au bout de cette impasse, il y a le sentier du littoral qui va jusqu'à Cerbère, donc en passant par Collioure, Port-Vendre, et on peut apercevoir les criques du haut des falaises, juste après le Racou. Il y a également une table d'orientation en haut avec un paysage, une vue incroyable sur tout le paysage à 360. Et le Racou, c'est vraiment une des plages préférées des locaux, mais ça reste très peu habité à l'année. Donc voilà. Ok, merci. On va changer de thématique maintenant. On va aller sur la thématique des sites modernes et exceptionnels qui parsèment un petit peu le territoire. Et on va commencer par le quartier de Port-Marianne à Montpellier que va nous présenter Sophie. Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Oui, c'est bon. Donc le quartier de Port-Marianne, donc en fait, déjà peut-être dire que Montpellier a connu un essor assez important à partir des années 80, que le grand premier geste architectural à Montpellier, on va le voir sur trois fois après la troisième slide, c'est plutôt le quartier Antigone, imaginé par l'architecte Ricardo Bofill à la fin des années, enfin au début des années 80, dans un style plutôt classique grec, avec des frontons, des colonnades, une grande artère avec des statues, des fontaines. Et ce premier geste architectural on a auguré plein d'autres à Montpellier, donc jusqu'à la naissance en effet du quartier Port-Marianne. Donc, sur la slide précédente, on voyait par exemple à gauche le Port-Palace, voilà ce bâtiment un peu marron avec une colonne de verre qu'on aperçoit là. Et puis complètement à droite, par exemple, le bâtiment qui s'appelle le paquebot croisière de Rudy Ciotti. Ce quartier est traversé par le Lez que l'on peut voir sur la slide. Et juste derrière, il y a le bassin Jacques-Cœur. Là, sur celle-ci, on voit au premier plan l'hôtel de ville de Montpellier, qui est un peu le point névralgique un peu de ce quartier, avec ce grand bâtiment fait de façades en inox, aluminium et vitré, qui présente une vraie prouesse architecturale déjà en soi, et qui surplombe ce bassin que l'on peut voir, et on distingue derrière les bâtiments dont je viens de vous parler. On voit d'ailleurs aussi une slide où il y a le tramway, lui aussi signé. Il y a 4 lignes à Montpellier. Port-Marianne est traversé par 3 de ces lignes. Le New York Times disait qu'il avait qualifié les tramways de Montpellier comme les plus sexy d'Europe vers les années 2012. Et donc, du coup, là aussi, de grandes signatures, Garousse Bonetti et Christian Lacroix. Sur la slide juste précédente, pardon, excuse-moi, j'aime beaucoup ce bâtiment doré qui s'appelle Koh-i-Noor. Il a été réalisé par l'architecte Bernard Bühler. Il est particulièrement intéressant puisque du coup, il a des balcons tout autour, des balcons dorés dans lesquels se reflètent les lumières du soleil et le Lez, et du coup renvoie des lumières irisées partout. Voilà, je peux évidemment, je sais pas, j'ai pas compté en fait, mais il y a au moins une centaine de bâtiments comme ça dans ce quartier, et la majeure partie d'entre eux sont signés. En haut à gauche, là sur la slide, c'est les jardins de la Lironde, donc toujours quartier Port-Marianne. Cette fois-ci, c'est l'architecte Christian Porzampark. Là, c'est super intéressant puisque c'est plein d'îlots urbains avec des grandes traversées naturelles. C'est un exemple très fort de l'hybridation nature-urbanité.
Juste à côté, il y a le lycée hôtelier Georges Fraisse qui, lui, qu'on ne voit pas, mais avec des volumes très arrondis et puis une peau métallique dessus comme une résille. On voit donc justement en bas à gauche un morceau d'Antigone dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis pour terminer ce léger petit tour, l'arbre blanc de sous Fujimoto, qui est un immeuble de logement. Au rez-de-chaussée, une galerie d'art et sur le toit, un restaurant avec une vue panoramique, mer, Cévennes, Écusson, Antigone. On voit que cet arbre a été bâti avec, comme un arbre avec hérissé un petit peu de balcons et d'ombrières, avec cet enjeu d'être dedans, dehors, et de vivre à l'extérieur, un petit peu justement imaginaire en écho des folies montpelliéraines. Voilà, pour quelques mots sur le quartier Port-Marianne. Super, merci. On va maintenant reprendre la direction de Toulouse et on va retrouver Isabelle de Toulouse Tournage qui va nous présenter le parc des expositions qui est flambant neuf, aux dimensions pharaoniques et à l'architecture excentrique et futuriste. Voilà, exactement. Moi, je vais vous présenter le mythe puisqu'on est dans une période assez particulière où celui-ci a été construit pour de l'événementiel, mais il peut tout à fait servir pour du tournage. Du coup, c'est un grand projet de la métropole qui a été réfléchi il y a beaucoup d'années maintenant. Il a vu le jour, il a été inauguré en 2020. Il est implanté sur 4 communes, donc Aussonne, Beauzelle, Cornebarieux et Blagnac. Il est vraiment au centre de la métropole. Il est desservi par le tramway, par la rocade. Il est à 10 minutes de l'aéroport de Blagnac et à 20 minutes du centre-ville. Il est doté d'un parc hôtelier également pour tous ces événements à prévoir dans un futur. Donc, du coup, en termes d'architecture, on est sur quelque chose d'industriel, de bétonné, de neuf, de nouveau. Ça a été porté par la métropole. Europolia a été le maître d'ouvrage et c'est Rem Koolhaas qui a signé le bâtiment associé au cabinet toulousain Taillandier. Et c'est donc un lieu exploité par GL Events qui gère d'autres sites à Toulouse, toujours dans l'événementiel. Donc, c'est un des plus grands équipements de France. C'est pharaonique, comme tu l'as dit, Elsa. C'est plus de 155 000 mètres carrés sur 55 hectares. Donc, tout ça dédié à l'événementiel. Donc, autant vous dire qu'en ce moment, c'est libre et disponible. Donc, il est en 2 parties. Un parc des expositions modulables, dont 7 halls. Quand on est au début, on ne voit pas la fin. C'est assez grand. Il y a un centre de convention de 15 000 mètres carrés. Gradins rétractables, tout est fait pour être modulable. Il y a 12 salles de réunion qui peuvent servir pour des tournages ou pour des bureaux de production directement sur site. Il y a une aire d'exposition également extérieure de 25 000 mètres carrés. Ce qui attire le regard, c'est la grande rue qui traverse tout le site puisqu'elle mesure 564 mètres de long sur 20 mètres de large. Elle est très graphique. Et elle dessert tous les espaces de ce parc des expositions. Voilà. Elle peut ah oui, alors, cette rue est surmontée d'un grand parking en silo, donc il peut recevoir plus de 6 000 véhicules. Les accès poids lourds sont tous très bien prévus sur tout le site, puisqu'il est dédié à ça. Voilà, à peu près, pour ce lieu immense. Super, merci Isabelle. On va maintenant prendre de la hauteur en combinant altitude et architecture avec le pic du Midi que va nous présenter Josiane de Ciné 32. Oui, j'ai choisi de vous parler du pic du Midi, qui est évidemment un site emblématique de la chaîne des Pyrénées. Voilà, c'est une sorte de vaisseau spatial posé sur le rocher à 3000 mètres d'altitude. C'est un site qui est quand même relativement facile d'accès puisqu'il est situé à 45 km de l'aéroport de Tarbes-Lourdes. Et on y accède par le célèbre col du Tourmalet, connu par le Tour de France. On arrive à la station de la Mongie et là, on prend un téléphérique en 2 parties qui permet de monter d'un dénivelé de 1000 mètres en l'espace de 15 minutes. Voilà, donc il y a un changement de téléphérique, donc il y a une gare téléphérique à mi-chemin.
Et là, ensuite, on prend le deuxième téléphérique qui nous permet d'accéder à ce site totalement exceptionnel. Donc, c'est un site qui a été construit à la fin du 19e siècle, qui a été construit à dos d'homme et de mulets en 12 ans. C'est un site dont la vocation première, hein, c'est l'observation astronomique. Hein, et c'est un site qui est de renommée mondiale, hein, mais qui a failli fermer dans les années 90. Donc, suite à une relance de la région, le site s'est un peu ouvert à d'autres activités, notamment à l'accueil du public et aussi à l'accueil des tournages, puisqu'ils sont très ouverts pour accueillir des tournages, malgré quelques contraintes inhérentes, évidemment, à la météo et bon, à la sécurité, à tout un tas de choses. Donc, on y trouve des terrasses, pas mal de terrasses, une galerie vitrée qui permet d'avoir un panorama sur 300 km de montagne par beau temps. Il y a plusieurs restaurants, il y a un planétarium, il y a 10 coupoles astronomiques, dont 2 aujourd'hui qui sont privatisables pour des tournages. Il y a un bâtiment qu'on appelle le bâtiment interministériel qui a été ouvert dans les années 60 pour les activités d'astronomie, de météorologie, de télévision et de navigation aérienne. Donc, il y a des bureaux, il y a des espèces de tours de contrôle, il y a bon, toute la partie astronomie. Et ensuite, bon, ces entrailles aussi, qui sont assez méconnues puisqu'elles ne sont pas forcément ouvertes au public. Il faut savoir qu'il y a quand même 5 km de souterrains, de coursives, de couloirs. Il y a des bureaux, il y a des ateliers de menuiserie, pour les métaux, puisqu'il y a des personnes qui vivent à l'année et qui entretiennent ce site qui peut être soumis à des contraintes météorologiques parfois rudes. Voilà, il y a des salles de sport, il y a une station d'épuration puisqu'ils vivent en totale autonomie. Voilà, donc c'est un site qui aujourd'hui comment dire, c'est une régie autonome en fait qui gère le site et voilà, et donc ils sont assez favorables à l'accueil des tournages, ils sont compréhensifs et arrivent à organiser les choses entre la partie tourisme et la partie astronomie, puisqu'il y a quand même encore des astronomes et la partie tournage, voilà. Donc il y a même juste pour la petite histoire, un court-métrage justement qui a été tourné intégralement au PIC, qui est en compétition à Clermont cette semaine. Donc voilà, ils étaient très contents d'un tournage et tout leur a été facilité. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. C'était super complet, merci Josiane. Merci, on va maintenant rentrer dans notre dernière thématique, c'est les grands sites naturels et l'invitation au voyage. Et on va commencer par Magdalena qui nous présente le gouffre de Padirac. Oui, je vous invite à voyager au gouffre de Padirac. On peut voyager depuis plus de 130 ans, voilà, sous terre. Donc, le gouffre de Padirac est situé dans le Lot, au nord, à une demi-heure de Rocamadour environ. Il est fermé l'hiver, pour information. Donc là, c'est vraiment une période propice au tournage pour nous l'hiver. Mais en saison, on peut également en accueillir. Pour information, c'est un site privé, comme environ 70% des grottes et sites souterrains. Donc le site est assez grand, bien sûr, en dehors de l'entrée de la cavité. Nous avons un parc arboré et des bâtiments d'accueil datant des années 30, puisque les infrastructures datent environ des années 1930. Donc pour vous décrire un peu cette énorme porte vers un monde souterrain, donc vous voyez une cavité de 33 mètres de diamètre par laquelle vous entrez via des ascenseurs. Vous voyez notamment un bel ascenseur type Eiffel qui vous emmène à 75 mètres de profondeur, donc au cœur de cette cavité qui est très luxuriante, très verte, toute l'année. Il y a quand même des changements de décor à l'intérieur de celle-ci durant l'année, puisque par exemple, quand il pleut, on va avoir de très belles cascades d'eau. L'hiver, on va avoir des stalactites assez impressionnants. Voilà, donc cette magnifique porte, elle nous emmène vers un monde souterrain
qui a été aménagé pour 2 km de visite. Donc on continue de descendre, on arrive à 103 mètres sous terre. Et là, c'est encore 1001 décors. On a des galeries souterraines, donc l'eau a creusé des galeries. Il y a environ 40 mètres de hauteur. On arrive sur une rivière souterraine. C'est une grande particularité de Padirac. On peut faire du bateau à 103 mètres sous terre. Sur une rivière, je pense que c'est l'endroit le plus calme sur Terre, peut-être, sous terre. Voilà, donc la rivière, au-delà de la rivière, encore changement de décor. On arrive à des pièces qui ont des formations géologiques extrêmement impressionnantes, comme celle qu'on peut voir à l'écran au-dessus de la barque. Et puis on va arriver dans 2 énormes salles. La salle du lac des Gours, on a aussi des lacs souterrains, et ensuite la salle du Grand Dôme, qui est vraiment immense, qui a 94 mètres de hauteur de voûte. Encore un lac dans cette salle. Voilà, on le voit très bien. Donc là, on le voit du dessus, qui fait un décor très jurassien. C'est un peu, ça me fait penser des fois à la planète Mars. Enfin, voilà, on peut aussi. Il faut venir si vous n'êtes pas venu, c'est magnifique. Donc c'est très inspirant. C'est vraiment un lieu où on peut imaginer beaucoup de tournages différents, que ce soit, je pense, fantasy, science-fiction, docu, fiction, enfin voilà. C'est un lieu naturel dans lequel on vous accueillera avec plaisir. Voilà. Si vous avez déjà accueilli des tournages, il me semble, sur le site. Oui, alors assez peu tout de même. On a eu Meurtre à Rocamadour, la série France 3. On a eu, il y a plus de 10 ans, quelques vues pour le Marsupilami, donc effectivement qui ont été faites dans la cavité, voilà, qui est très luxuriante et qui... du coup, donc, ils ont fait quelques prises de vue là-dedans, bien sûr, après en faisant un tas d'effets spéciaux. Et puis, on a une série aussi Canal+, Les Revenants, voilà, un tout petit peu au-delà des aménagements, puisqu'on a une partie aménagée au public à Padirac, mais on a aussi tout un réseau ensuite, où c'est un peu compliqué de faire des tournages, mais voilà, il l'avait fait vraiment à cheval dans la cavité. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On va continuer le voyage avec des décors et un décor en particulier assez rigolo qui va nous être expliqué par Virgile. C'est Julien. C'est Julien? Ouais, c'est moi qui vais en parler. Donc, excuse-moi. Pas de souci. Alors moi, je vous invite vraiment en Russie, mais en Aveyron, parce que là, on est vraiment dans le sud Aveyron, à côté du Rougier de Camaret, sur les contreforts des monts de la Cône, et au milieu d'un écrin de nature où il y a des forêts partout, des sapins, mais il y a une église orthodoxe russe en plein milieu, qui émerge comme ça de nulle part. C'est très atypique. Donc cette église a été construite en 1993, donc elle a une trentaine d'années. Elle a été construite en Russie. C'est des charpentiers russes qui l'ont construite, qui l'ont ramenée en Aveyron et qui l'ont rebâtie dans les terres aveyronnaises. Elle rappelle par son style un peu l'église de la Transfiguration de Kidji au nord de Saint-Pétersbourg. Donc on est vraiment dans une ambiance très, très russe, Europe de l'Est. Pour parler un peu de ses proportions, elle fait 300 mètres carrés de superficie, 27 mètres de hauteur. Voilà, donc là, sur cette photo, par exemple, il y a le côté atypique entre l'église russe et une croix typique du Rouergue qui est discoïdale, qui rappelle vraiment toutes les croix qu'on peut retrouver dans le sud d'Aveyron notamment. Voilà, c'est les montagnes russes, les crins de verdure, le côté boisé, très boisé, avec même l'intérieur, hein, on retrouve des icônes, etc. C'est vraiment une ambiance Russie, Europe de l'Est, Slovénie, etc. Voilà, c'est une ambiance très, très atypique. C'est un décor qui nous plaît beaucoup. Voilà, on est au fin fond de l'Aveyron, mais on est aussi dans un petit peu une carte postale russe. Voilà. Ok, génial, super. Alors, maintenant, on va passer sur une thématique aussi
qui nous emmène un petit peu en voyage, évidemment, c'est le western. Le western, pourquoi? Parce que vu la situation actuelle, on s'est dit que ça vous ferait plaisir de voir des paysages de grands espaces, des paysages ouverts, voilà, qui sont un peu le contraire de ce qu'on est en train de vivre avec les confinements actuels. Donc le western, c'est quelque chose qui peut, un peu anecdotique comme ça, mais qui peut réellement s'envisager sur la région, parce que la région Occitanie, c'est immense, c'est plus grand que la Suisse, c'est plus grand que la Belgique. Il y a vraiment des zones très densément peuplées et des zones qui ne le sont pas du tout, très peu, beaucoup plus sauvages, beaucoup plus désertes. Beaucoup sont malgré tout assez faciles d'accès et sont pas forcément connus de tout le monde. Donc, on a voulu vous en présenter quelques-unes. Donc, Elsa, est-ce que tu veux bien changer Voilà, donc à commencer par exemple par le Canyon du Diable. Le Canyon du Diable qui est situé à environ 30-40 minutes de Montpellier, pas très très loin du lac du Salagou. Pour ceux qui connaissent, on reconnaît le même type de terre, sauf que là, on est dans quelque chose d'extrêmement encaissé, évidemment très sauvage, d'assez immense. Pour vous donner un peu une idée, vous pouvez voir sur la slide précédente des personnes en train de marcher tout au fond. Ça donne un peu une idée du rapport d'échelle. Donc, c'est très grand, mais on est sur la commune de Saint-Jean-de-la-Blaquière, dans l'Hérault, bien entendu. Et cette roche est due au ruf, une roche très riche en fer qui donne cet aspect-là, qui peut évidemment figurer des terres africaines comme Madagascar ou d'autres, par exemple, sans aucun problème, et qui sont des sites très accessibles également. Voilà. Autre site, le Rougier de Camarès, qui est un peu l'équivalent en Aveyron. Voilà, si Sébastien, tu veux en dire un mot. Ouais, je peux en dire un mot. Là, on est quand même dans le plus grand rougier d'Europe, donc c'est important de le souligner. On a plusieurs spots assez différents qui sont très proches et très accessibles et qui varient notamment au niveau des saisons. Là, on voit que c'est très vert autour, donc on a vraiment un contraste de couleurs, mais ça change. Il y a 3 semaines, il y a eu de la neige, par exemple, c'était totalement différent. L'été, c'est très sec. Voilà, donc on est vraiment des fois une ambiance poussiéreuse, très western, comme on parlait, et parfois c'est quelque chose de très nature, avec des canyons aussi, peut-être un peu moins impressionnant que ceux qu'on a vus, mais peut-être plus escarpés, et c'est vraiment une invitation au voyage aussi également. Mais effectivement, la Terre change vraiment de couleur selon la lumière, et c'est des endroits très, très évocateurs, absolument magnifiques. Pour changer un tout petit peu, toujours sur le western, on a aussi quelques exemples de lieux bâtis, et on voulait vous présenter la manade du Grand Bord, qui est une manade qui se situe en Camargue, en Petite Camargue, à Saint-Laurent-des-Gouzes, petite ville bien connue aujourd'hui pour accueillir le tournage d'une série quotidienne, Ici tout commence, bien entendu, voilà, qui nous rappelle un peu cette manade d'un côté un petit peu hacienda, avec ce sol en terre, ce soleil qui tape, et cette grande cour intérieure. Ça peut rappeler aussi un petit peu l'Andalousie, bien entendu, mais en tout cas, ce n'est pas le type de décor qu'on situe d'emblée en France. On voulait vous la présenter. Ensuite, on voulait vous présenter un lieu extrêmement important aussi, qui se situe en Lozère, qui s'appelle le Cosméjean, qui est un lieu en altitude, pas forcément facile d'accès, mais où on a vraiment ce sentiment d'une autre planète, des lieux ouverts, sans aucune trace humaine ou presque, à 360 degrés sur des kilomètres. Sur la slide précédente, on pouvait voir le chaos rocheux de Nîmes-le-Vieux, par exemple. Et ce sont des endroits qui sont parmi les plus dépeuplés de France entière, et qui amènent une poésie incroyable et qui méritent vraiment d'être parcourus, visités, et qui sont des décors riches qui peuvent figurer des pays très très éloignés de la France. On pourrait y situer de l'Afghanistan, on pourrait y situer vraiment, il faut visiter ces lieux et les voir. On change complètement de localisation. On se retrouve à nouveau dans les Pyrénées-Orientales. Ce sont les orgues de l'Île-sur-Tête et non pas la Cappadoce en Turquie. Donc, ces concrétions rocheuses, ces cheminées de fées, couleur ocre clair absolument sublime, sont environ à moins d'une demi-heure du centre-ville de Perpignan. Ensuite, on voulait vous présenter un autre site qui peut faire penser aussi au western, mais j'ai plutôt le bayou de Louisiane, ou éventuellement
La Floride, c'est la plage du Mas-Larieux qui, en fait, est à Argelès-sur-Mer. Donc, on est à 2 pas du Racou, décor qu'on vous a présenté tout à l'heure. Et en fait, sur cette plage se jette une rivière qui s'appelle la Tech. Et donc, ça crée un delta. On est en zone totalement protégée, mais c'est absolument sublime. Et voilà, on a ce mélange entre l'eau douce et la mer, avec ces méandres qui changent évidemment au gré des saisons, au gré des époques. Donc, un super lieu. Un incontournable, évidemment, dans le style Western Canyon, c'est le Siècle de Navacelle, qui est à la frontière de l'Hérault et du Gard. C'est vraiment un très très grand site absolument sublime avec le village de Navacelle au fond. On est à moins d'1 heure de route de Montpellier. C'est surmonté du causse de Blandas que vous pouvez voir sur l'image en dessous. Donc pareil, un lieu sublime. Ensuite, des lieux qui sont beaucoup moins connus. On est en Lozère, c'est le site des Bondons, qui sont pareil des lieux qui sont avec une nature immense et très préservée encore. On est sur la commune de Hurle-la-Parade, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, c'est toujours sur la petite anecdote, mais drôle aussi, sur la commune de Sainte-Eulalie. Là, on est tout à fait au nord de la Lozère. On a cette réserve de bisons qui sont élevés évidemment en semi-liberté. Voilà, c'était dans la thématique western, on s'est dit que c'était plutôt approprié de vous présenter ça. Et ensuite, le causse du Larzac, bien entendu, paysage incontournable de la région, immense, sublime. Voilà, et pour ce lieu en particulier, je vais laisser la parole à Sébastien qui va nous présenter un petit peu. Voilà, merci. Donc c'est à moi, c'est Julien, c'est pas Sébastien. Du coup, nous, on va vous parler du causse de Larzac, mais une partie du causse un peu méconnue. C'est le plus grand causse des grands causses, c'est le plus grand causse du sud du Massif central. Là, on est vraiment à peine 10 minutes de Millau, à proximité de la 75. Donc en termes d'accessibilité, c'est vraiment très facile. Mais on est dans un endroit où même les Aveyronnais connaissent très peu. C'est des cahors uniformes, c'est un balcon sur les montagnes aux alentours. Là, au fond, on voit les monts du Lévézou enneigés. De l'autre côté, si on tournait, on n'a pas la photo là, mais on a les Cévennes, c'est un balcon sur les Cévennes. Donc voilà, c'est vraiment des rochers, c'est très minéral, très sec, très aride l'été, très chaud, et l'hiver très froid. On est sur une végétation qui bouge énormément avec les couleurs. Et après, c'est vraiment un labyrinthe des rochers. C'est des silhouettes c'est vraiment, ça évoque beaucoup d'imaginaire. On peut se projeter dans plein de directions différentes. Et on est vraiment dans le Larzac accessible, peu connu. On est tout proche du camp militaire qui est connu de par la lutte du Larzac dans les années 70. Mais on est vraiment dans un Larzac un peu méconnu, comme je disais, mais qui permet de se projeter sur plein de choses différentes avec du runiforme, du géologique. Des fois, on peut être devant des rochers qui font 10-15 mètres. Il y a des rochers qui ont plein de noms très différents, qui ont des noms, des toponymies occitanes. Voilà, de tout temps, les hommes ont donné des noms à tous ces rochers parce qu'ils évoquent des fois des animaux, des hommes, etc. Et c'est vraiment des lieux où la vie, malgré tout, a toujours été là et qui, au fil des ans, au fil de l'époque, le XXe siècle, c'est devenu un désert, mais qui permet de faire des choses gigantesques parce que c'est un décor à ciel ouvert. Merci beaucoup, Julien. Excuse-moi pour ton prénom tout à l'heure. C'est pas grave. Ensuite, aussi un incontournable de la région, ce sont les Salins du Midi qui sont situés à Aigues-Mortes. C'est un territoire immense. C'est tout à fait protégé. La partie exploitée correspond pour vous donner une idée de la taille du lieu, à la taille de Paris Intramuros. Et si on prend l'ensemble du site, c'est 2 fois Paris Intramuros. Donc c'est vraiment quelque chose d'immense. On est en zone Natura 2000, donc c'est très protégé. Et en même temps, on a ces décors qui sont à 360 degrés, totalement plats, où on peut figurer également toutes sortes de décors, toutes sortes d'univers. C'est absolument génial. Et on est à environ à une petite heure de Montpellier pour vous situer à la frontière de la Camargue. Et enfin, voilà le cirque de Mourez également. Toujours, là, on est dans l'Hérault. On est un petit peu au sud du lac de Salagou, un magnifique cirque rocheux, qui est situé sur le
le village de Mourez, qui est aussi un lieu absolument génial. Voilà, donc c'était sur notre thématique western. Je pense qu'on est arrivé au bout, mais vous voulez aussi vous parler de, ah oui, au Pool Périos, quand même, qui est dans les Pyrénées-Orientales, qui est un lieu absolument incroyable. On est à 25 minutes, 30 minutes du centre-ville de Perpignan. Voilà ce qu'on a. On va plein nord et on tombe sur des paysages comme ça. On est à la lisière des Corbières. Au centre de ce paysage se trouve un village abandonné en cours de réhabilitation qui s'appelle Opul Perios. Et voilà, on a quand même un côté un peu Mexique qui est quand même assez fou. Et voilà, pour la partie western, alors bien entendu, tout ça, tous ces décors et bien d'autres vous attendent sur nos bases décors. On est prêt à répondre à toutes vos demandes, toutes les questions. Et maintenant on va changer un petit peu. On va vous expliquer pourquoi on se situe aujourd'hui dans un avion. Et là, pour se rendre dans tous ces décors, on va vous inviter à embarquer à bord du L7 avec Claude Exposito. Voilà. Bonjour. Alors moi, j'étais en classe éco parce que j'ai pas eu le privilège de voyager en classe business comme Maxime et Elsa. On va faire cette petite visite. Nous sommes au studio Le Grand 7 à Toulouse et à l'intérieur duquel nous avons une cabine d'avion. Voilà, on a dévoilé en fait le secret de ce décor et on va faire une petite visite afin que je puisse vous montrer l'ensemble des possibilités de travail qu'ont les réalisateurs et les productions dans ce décor. On passe le rideau. Voilà. Et derrière moi, vous pouvez découvrir la classe éco en fait, de cet avion avec des sièges confortables, modernes, qui ont la particularité de pouvoir être changés de place, bougés, manipulés. On peut changer aussi le tissu, on peut changer les tétières aussi des sièges, on peut changer le design, tout ça en fonction des compagnies qui seront prévues dans vos scénarios. Alors, un avion sans porte-bagages, ce n'est pas un avion. Nous avons ici aussi des porte-bagages opérationnels, voyez, vraiment manipulables, très solides, afin de pouvoir faire une multitude de prises. Vous voyez, je mets ma valise à l'intérieur parce que je rêve de voyager. Ces temps de confinement, c'est un petit peu de rêve. Voilà. Donc, nous avons, en continuant ici, un autre porte-bagages et c'est là qu'on va commencer à découvrir la modularité en fait, de l'avion, puisque vous pouvez apercevoir qu'à l'intérieur et au fond du porte-bagages, c'est complètement ouvert, c'est complètement déshabillé. Ça permet de placer des caméras par l'extérieur et de faire des prises de vue uniques et originales, que l'on ne voit pas aujourd'hui, sinon par l'intermédiaire de la 3D, dans les avions. Voilà. En continuant et en progressant dans cette cabine éco, on peut voir à l'arrière des cloisons aussi, dont je parlerai tout à l'heure, mais plus particulièrement ici, on va voir les hublots. Vous voyez que ces hublots sont complètement opérationnels. Enfin, là, ça coince un peu, voilà, mais c'est un décor, voilà. On a ici les hublots. Parlons maintenant de ces cloisons. Ces cloisons sont complètement amovibles. On en a passé une première entre la classe business et la classe éco. Nous en avons eu ici. Ça permet aussi aux réalisations et aux productions de pouvoir composer l'avion comme ils le souhaitent en fonction du nombre de sièges, du nombre de classes qui sera prévu. Donc, elles sont amovibles. Et on va continuer ici et on commence à découvrir la modularité un petit peu plus en détail de l'avion. Voilà. Et je vais vous expliquer la structure même et ce qui permet à cet avion d'être ce qu'il est. Voilà, on le voit ici, nous avons des modules, et cet avion est entièrement constitué de modules individuels, complètement autonomes, qui comportent 2 hublots et une rangée de sièges. C'est un Lego que l'on va assembler à volonté en fonction de la longueur et en fonction de ce que les réalisations voudront faire. Voilà. Je précise qu'ici, nous sommes dans une cabine monocouloir, mais que nous pouvons réaliser aussi des cabines double couloir.
On peut avoir 3 sièges, 2 sièges. On peut composer comme on veut, puisque nous avons une batterie de sièges en décor, mais on peut en fabriquer d'autres. Vous voyez ici, sur ma droite, des sièges encore différents qui sont en préparation pour effectivement équiper un autre type de classe. Ici. Voilà, donc c'est une véritable aubaine pour les réalisations. Pourquoi? Parce que cette modularité va permettre tous les plans possibles et imaginables, et même ceux qui n'ont pas encore été faits, sans avoir besoin de passer par forcément des effets spéciaux. On va le découvrir ici, on continue à avancer. En regardant là, hop là, je suis sur le transpalette, ça bouge un petit peu, avec une connectique qui permet à l'électricité de passer. Donc, on s'aperçoit de la simplicité en fait, de la mise en œuvre des modules. Voilà. Je descends de ma transpalette. J'aurais dû prendre l'autre côté, c'était un petit peu plus stable, mais voilà. Nous avons ici d'autres types de décors qui attendent d'être mis en place dans l'avion. Hein, nous avons des toilettes, nous avons des galets. Voilà, les galets de service qui présentent, enfin, voilà, qui portent les repas et tout ce qui est nécessaire pour les passagers. Et voyez, donc ici, Laurent tire un module en fait, de l'avion pour vous montrer cette simplicité d'assemblage. Et là, je vous invite à lever la tête et on découvre qu'il n'y a pas de plafond à ce moment-là. Donc ça, c'est extraordinaire puisque les réalisateurs vont pouvoir faire des prises de vue en plongée, travelling, tout le long de la cabine, par exemple. Le plafond étant de la même composition que les modules, ce sont des modules de la même largeur qu'on peut enlever à volonté ou mettre à volonté. Voilà. Un véritable Lego pour toutes les possibilités de prise de vue, plan serré, plan large, plan travelling, caméra cachée. Voilà. Nous allons remonter la cabine dans l'autre sens pour découvrir derrière les sièges les écrans vidéo qui seront opérationnels. Donc là, on ne les a pas branchés pour aujourd'hui, mais ils seront opérationnels. Ils pourront passer les programmes que les scénarios auront prévus. Nous avons en tête, sous les porte-bagages, nous avons les dispositifs masques à oxygène. Là aussi, on ne peut pas les faire fonctionner encore parce que pour l'occasion, nous ne les avons pas branchés. Mais vous voyez que nous avons aussi les aérateurs et toute la signalétique, passagers, les ceintures, etc., qui seront opérationnels. On continue à avancer et on voit l'ambiance de cette cabine dans sa configuration la plus réelle. Et cette ambiance est donnée effectivement par l'éclairage et la lumière que nous avons dans les avions et qui permet d'avoir différentes ambiances. Voilà, donc je laisse la caméra se promener et vous faire découvrir en détail les particularités. Donc bien sûr, on vous invite aussi à suivre les réseaux sociaux puisque plus tard et petit à petit, nous mettrons des petits tutos qui vous permettront de voir plus de possibilités de cette cabine et de sa modularité. Nous voilà revenus en classe business où se trouvent toujours Maxime et Elsa qui profitent bien du voyage et qui se rêveraient en vrai vol aujourd'hui vers les tropiques. Voilà. Et donc, cette visite un petit peu rapide pour aujourd'hui a été réalisée à l'intérieur du studio Le Grand 7, qui se trouve au Ramassier à Colomiers, sur une surface de 1200 m². Nous sommes ici dans une boîte de 500 m², un studio acoustique et complètement insonorisé, dans lequel la caméra va vous faire découvrir l'ensemble de la maquette dans ce studio. Cette surface comprend aussi un atelier de fabrication de décors de 300 m² et des loges et du catering sur 400 m². Voilà. Nous vous invitons aussi à visiter, puisqu'on vous accueillera avec plaisir pour voir toutes les installations.
Donc, vous l'avez compris, plus de soucis de météo, plus de soucis d'accès au tarmac, plus de contraintes d'habilitation aéroportuaire ou de permis et des difficultés administratives. Voilà, vous pourrez tourner sur des journées pleines en respectant les plannings que la production aura fixés. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette petite visite rapide et je laisse maintenant la parole à Maxime et Elsa pour continuer la fin de cette webconférence. Merci beaucoup. Merci Claude, merci beaucoup Merci, pour Claude. la visite et merci pour votre accueil dans les studios. On va maintenant peut-être voir si vous aviez des questions, qu'on prenne un petit moment pour y répondre avec tous les intervenants. Voilà, profitez qu'il y ait tout le monde. Je vais laisser la parole à Marin qui a récupéré, je crois, quelques questions pendant la rencontre. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marin Rosenstiel, en charge de la commission du film à Occitanie Film. J'ai plusieurs questions. Alors, d'abord, on a beaucoup de questions sur le bel outil du Grand 7, sa cabine d'avion. J'ai une question sur les. Alors, je reviens un petit peu sur les décors naturels. J'ai une question sur les droits concernant les droits d'auteur d'architecture. Un régisseur, Jean-Patrick Nourricier, posait la question des droits. Est-ce qu'il y a beaucoup de droits sur tous ces bâtiments contemporains? Je pense que ça concerne également la métropole de Toulouse. Est-ce que vous êtes en lien avec les architectes ou bien avec la DAGP quand il concerne les droits d'auteur concernant ces bâtiments contemporains modernes? Concernant Montpellier, peut-être pour répondre, parce qu'effectivement j'en ai présenté pas mal, on tient à jour un fichier avec l'ensemble des cabinets d'architectes, d'architecture qui ont travaillé. On a pour un certain nombre d'entre eux les contacts directs pour pouvoir solliciter effectivement les droits qui, selon les projets, varient de la gratuité à des compensations financières et c'est vraiment dépendant de chacun des projets. Donc c'est vrai que c'est à la fois attractif mais aussi très contraignant, hein, les équipes le savent, hein, et un certain nombre en effet sont traités aussi par la DAGP. Voilà, et c'est les productions qui sont les parties prenantes de cela. Enfin bon, du coup on a quand même un fichier qu'on essaye de nourrir au fur et à mesure des sollicitations. Merci. Et pour la métropole de Toulouse, Emmanuel ou Isabelle, concernant les droits d'auteur, je pense au MIP. Oui, alors du coup, pour les droits d'auteur, pareil, il y a une demande qui est formulée, mais c'est directement par GL Events qui est exploitant, puisque ce sont quand même des espaces dédiés à de l'événementiel et à faire de la photo, de la vidéo. Voilà. Et après, c'est en fonction du projet dessus. Mais là, on a reçu des pubs véhicules où ça a bien fonctionné. Merci beaucoup, Isabelle. Alors, je me retourne vers Claude, Claude Exposito, qui est responsable de la commercialisation de la cabine d'avion, le Grand 7 à Toulouse. Claude, beaucoup de questions. Peut-être que tu as répondu dans ta démonstration, je n'ai pas tout suivi. Est-ce que les plafonds sont amovibles? Est-ce qu'on peut faire des prises de vue en fait par en haut Oui. À la verticale? Tu m'entends là? Allô? Oui, tu m'entends? Très bien. Oui, oui, tout à fait. Les plafonds sont amovibles par module, complètement, ou en plein centre de la cabine aussi. On peut les sortir et faire, par exemple, un travelling avec une grue qui prendrait voilà, quelqu'un qui court dans la cabine et qui fonce, et on peut faire ça, oui. Les plafonds sont complètement amovibles. Alors, les plafonds sont amovibles, alors je fais une précision, amovibles au niveau du central, mais aussi au niveau des porte-bagages. C'est-à-dire qu'on peut enlever l'avion, et c'est un vrai Lego. Donc, leur réalisation, les productions vont pouvoir le constituer en fonction de leur créativité, des cadres, des prises de vue, des mouvements de caméra qu'ils veulent réaliser. Et toujours avec le même réalisme et la même fonctionnalité. Donc, les modules sont électrifiés, sont indépendants. Donc, un seul module peut être éclairé et opérationnel. Et une question peut-être auquel tu as déjà répondu, on est sur praticable ou on n'est pas à même le sol? C'est ça, j'ai pu comprendre qu'on était sur praticable au sens un peu décollé du sol. Alors là, on est légèrement décollé du sol, effectivement, pour permettre les manutentions.
et pour pouvoir placer les transpalettes et retirer les modules à volonté, quoi. Donc, oui, on est sur 20 cm du sol, hein, à peu près, ou 30. D'accord. Et beaucoup de questions. Tout le monde est évidemment très intéressé par aussi l'aspect cockpit, cabine de pilotage. Est-ce que c'est déjà effectif? Est-ce que c'est un projet? Alors, c'est prévu, c'est en cours. C'est la deuxième phase, en fait, du décor qu'on annoncera rapidement, maintenant qu'on a terminé la cabine, les services, hein, aussi. Ce que je n'ai pas dit, et je le précise parce que c'est quand même assez original dans la proposition, c'est que nous avons une cabine cruise, c'est-à-dire la cabine des équipages long courrier, par exemple, les couchettes, qui sont souvent sous l'avion, en fait, dans la cale de l'avion. Et donc ça, c'est assez original et ça permet de faire des vues et des scénarios assez atypiques. Voilà, donc la cabine de pilotage est prévue, elle est en cours. Voilà, elle est en cours. Là, je ne veux pas m'engager sur une date, mais, non, mais 2021. C'est dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux. Et une autre question justement sur l'aspect gros porteur. Est-il possible d'envisager, vu la modularité de l'outil, d'ajouter une allée centrale, par exemple? Oui, donc on peut passer en bicouloir, effectivement. Donc il y a des choses encore à fabriquer. On n'est pas complètement opérationnel sur le bicouloir, hein. Il y a encore il faut fabriquer en fait des porte-chapeaux, enfin des porte-chapeaux, des bagages centraux pour pouvoir faire ce bicouloir. Mais c'est complètement faisable et réalisable. Merci beaucoup. Pour l'instant plus d'autres questions. J'ai une autre question avec du FrexNet sur l'îlotier central. C'est possible? C'est une question très pointue. Je ne sais pas. Alors, c'est une question très pointue. Je vais me faire aider. Le FrexNet, est-ce que quelqu'un peut me secourir? Alors, est-ce que tu peux préciser ce qu'est le FrexNet Ah, c'est du champagne catalan. Du champagne catalan. FrexNet sur l'îlotier central, c'est possible. Donc, c'était un mot d'esprit bien sûr. De la part de Estelle Baris. D'accord. Je sais pas. C'est possible. Effectivement, du mousseux catalan, on me dit. Voilà. Donc, je tiens à préciser… Oui, je t'en prie. Non, je voulais juste préciser que cette cabine est unique en Europe et n'a pas aujourd'hui, dans cette configuration, de concurrence dans n'importe quel studio aujourd'hui. Un peu l'équivalent, je dirais, mais pas autant modulaire, se trouve à Los Angeles. Donc, c'est assez loin, assez onéreux d'y aller, mais non pas cette qualité de modularité en fait, que présente cette cabine. Voilà, donc c'est vraiment un studio unique en Europe, d'autant plus que la cabine est insérée au sein d'un studio de 500 mètres carrés, insonorisé et acoustique, donc des prises de son en direct sans problème. Voilà. Merci. Alors, une autre question là, de Sébastien Giraud, qui est repéreur et qui travaille en partie sur les studios de Vendargue, de France TV. Est-ce que cette cabine peut être déplacée et emmenée sur un autre site, à Paris ou ailleurs? Tout à fait. Cette cabine est prévue pour voyager. Hein, c'est le principe même d'un avion. Il voyage. Alors là, il va voyager en semi-remorque. On peut déplacer le nombre de modules qui sera nécessaire, voilà, avec deux techniciens qui suivent le convoi pour faire les montages sur place, puisqu'il y a quand même un certain savoir-faire. Le montage n'est pas permis ou possible pour tout le monde, donc deux techniciens, mais c'est prévu. Elle peut aller à Montpellier, elle peut aller à Marseille, elle peut aller à Lyon, à Paris, partout. En Europe aussi. Ou à Los Angeles. Voilà. Ou à Los Angeles. Ouais. On nous dit surtout pas gardez-la à Toulouse. Mais elle revient. Elle voyage, mais elle revient. Voilà. Alors, effectivement, pour les décorateurs, on a eu des discussions effectivement avec certains studios. Il est plus facile de déplacer ce type de module qui a demandé énormément de travail de la part de l'équipe de Laurent Foulquier, qui est quand même le père de cet avion LF7.
aujourd'hui, et le travail énorme que cette équipe a réalisé. On veut la garder à Toulouse, mais elle est faite pour aider tous les studios qui auront besoin et qui n'auront pas... voilà, ça leur facilitera le travail et surtout l'économie de leur production que de faire venir sur place les modules. Merci, a priori. Merci Claude pour tes réponses. A priori, pas d'autres questions dans le chat. Voilà. Merci beaucoup. Super. Avec plaisir. Eh ben, merci. On va conclure cette rencontre. On va surtout remercier tout le monde, les participants, Masterfilm et le studio le Grand 7 pour nous avoir accueillis. Je voulais quand même vous rappeler que tous ces décors sont présents sur notre base Film France Décor. Donc voilà, si vous étiez intéressé, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et on vous transmettra les coordonnées des propriétaires. Voilà, ou si vous avez besoin de plus de renseignements. On essaye. On espère après maintenant vous voir rapidement en Occitanie pour des futurs projets, des beaux tournages. Voilà, on sera là pour vous accueillir et vous accompagner. Merci à tous. Merci, Voilà. à bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir. On est là pour vous. Merci à tous les intervenants également d'avoir été présents avec nous, bien entendu.